Valérie Trierweiler brise enfin le silence, la vérité qu'elle n'avait jamais dite sur François Hollande. En septembre 2014, quelques semaines après avoir quitté l'Élysée, elle décide de parler sans détour, sans protection, sans métaphore, sur ce qui s'est réellement joué derrière les murs du pouvoir. Ce qu'elle révèle n'est pas une vengeance, mais la mise à nu d'une relation mêlant amour et politique, dont le public n'avait vu jusque-là que la façade. Valérie Trierweiler naît le 16 février 1965 à Angers, loin des palais, loin des cercles de pouvoir. Elle grandit dans une France ordinaire, sans héritage politique, sans réseau, sans nom à défendre. Très tôt, elle choisit l'observation plutôt que la conquête. Le journalisme devient son territoire. Elle y apprend une règle simple, regarder sans se montrer, comprendre sans juger. Au début des années 2000, elle travaille pour Paris Match. Elle couvre la vie politique avec distance, précision, retenue. Dans les rédactions, on la décrit comme sérieuse, discrète, indépendante. Elle ne cherche pas la lumière. Elle n'en a pas besoin. Son autorité passe par les mots, par la rigueur, par la capacité à rester calme au milieu du bruit. À ce moment-là, Valérie Trierweiler est une femme qui existe par son travail, pas par l'homme qui l'accompagne. Quand François Hollande accède à la présidence en mai 2012, son visage change soudain de statut. Elle n'est pas son épouse. Elle n'est pas investie par une fonction officielle. Elle devient pourtant première dame aux yeux du public. Une première dame sans cadre, sans rôle défini, sans protection institutionnelle. La presse parle d'elle comme d'une exception. Une figure atypique. Une femme moderne dans une fonction ancienne. Elle ne s'efface pas totalement, mais elle ne s'impose jamais. Elle continue de se définir comme journaliste, pas comme icône. Elle refuse les codes traditionnels. Pas de posture décorative. Pas de discours préparé. Elle avance avec retenue, parfois avec maladresse, souvent avec solitude. Autour d'elle, l'Élysée fonctionne selon des règles tacites qu'elle ne maîtrise pas. Le pouvoir est structuré. Elle ne l'est pas. Dans l'opinion publique, les regards se divisent. Certains voient en elle une femme libre, incarnant une nouvelle génération. D'autres lui reprochent de ne pas rester à sa place. Trop indépendante. Trop silencieuse. Trop visible, ou pas assez. Mais cette contradiction permanente devient son quotidien. Elle est observée sans être protégée. Jugée sans être entendue. Son silence est interprété comme un choix. En réalité, il est aussi une stratégie de survie. À l'intérieur des murs du pouvoir, parler peut coûter cher. Se taire devient une manière de tenir. Valérie Trierweiler comprend vite qu'elle évolue dans un espace où les mots appartiennent à ceux qui gouvernent. Elle observe. Elle encaisse. Elle note. Face au pouvoir, elle n'oppose ni cri ni scandale. Elle oppose une présence calme, presque fragile. Une femme sans armure, dans un monde qui en exige une. Et déjà, sans que personne ne le perçoive encore, cette tension silencieuse prépare autre chose. Une parole future. Une parole différée. Parce qu'à force de se taire, certaines vérités ne disparaissent pas. Elles attendent. Ils se rencontrent en 1987. Pas dans un salon mondain, pas dans une scène romanesque. Dans un milieu où les mots pèsent déjà lourd. La politique. François Hollande est alors un homme en ascension au sein du Parti socialiste. Il vit avec Ségolène Royal. Leur couple est connu. Installé. Inscrit dans le paysage. Valérie le sait. Elle n'entre pas dans une histoire vierge. Elle entre dans une structure déjà bâtie. À cette époque, Valérie Trierweiler est encore jeune, attentive, déjà formée à observer sans intervenir. Elle n'a pas d'ambition politique personnelle. Elle ne cherche ni position ni protection. Elle écoute. Elle comprend vite la dynamique. Lui parle avec aisance. Il analyse. Il sourit peu mais rassure. Il appartient à ce monde où la stratégie compte plus que l'émotion. Elle vient d'un autre tempo. Plus intérieur. Plus discret. Le lien se crée lentement. Sans promesse. Sans éclat. Une relation qui ne se nomme pas. Qui ne s'expose pas. Elle accepte cette place invisible. Non par naïveté, mais par lucidité. Elle sait que le pouvoir n'est pas partagé. Elle sait que, dans cette équation, elle ne décide pas. Le centre reste occupé par lui. Par son parcours. Par sa trajectoire. Les années passent. La relation dure. Dans l'ombre. Dans les interstices. François Hollande gravit les échelons. Député. Premier secrétaire du Parti socialiste. Figure centrale de la gauche française. À chaque étape, Valérie est là, mais jamais devant. Elle observe les mécanismes. Les alliances. Les renoncements.
Elle apprend comment le pouvoir protège les siens et isole les autres. Elle ne demande rien. Elle ne réclame aucune reconnaissance. Elle continue sa vie professionnelle. Son indépendance reste intacte. C'est ce qui rend leur lien possible. Et fragile. Car cette relation repose sur un déséquilibre accepté. Lui avance vers la lumière. Elle reste dans la pénombre. Par choix. Par nécessité. Peut-être par amour. Peut-être par prudence. Dans ce duo silencieux, les rôles sont clairs. Lui porte le poids des décisions. Elle porte le poids de l'attente. Il appartient à l'espace public. Elle circule entre les marges. Il parle. Elle écoute. Et parfois, elle se tait même quand elle comprend trop bien. Cette relation ne cherche pas à durer éternellement. Elle cherche à survivre au temps. Elle s'adapte aux contraintes. Elle se plie au calendrier politique. Elle accepte l'effacement comme condition de continuité. Longtemps, cela suffit. Longtemps, personne ne pose de questions. Mais toute relation construite dans l'ombre porte en elle une vérité simple. Le jour où la lumière arrive, elle révèle ce qui a été caché. Et souvent, elle ne pardonne pas. L'année 2012 marque un basculement. François Hollande est élu président de la République. La nuit de la victoire, la France regarde un homme entrer à l'Élysée. À ses côtés, une femme avance d'un pas plus discret. Valérie Trierweiler sort enfin de l'ombre. Mais la lumière qui l'attend n'est ni chaude ni protectrice. Elle est crue. Du jour au lendemain, elle devient première dame. Sans mariage. Sans statut juridique. Sans cadre précis. Elle franchit pour la première fois les portes de l'Élysée avec la conscience aiguë de ne pas y avoir de place définie. Tout autour d'elle obéit à des règles anciennes. Elle incarne une nouveauté que personne n'a vraiment pensée. Ni préparée. La curiosité du public est immédiate. Les médias observent chaque geste. Chaque tenue. Chaque silence. On scrute son visage à la recherche d'un rôle qu'elle ne revendique pas. Certains y voient une femme moderne. D'autres une anomalie. Elle devient un symbole malgré elle. Une première dame atypique dans un palais qui ne l'est pas. Valérie tente de rester elle-même. Elle refuse les mises en scène excessives. Elle garde son identité de journaliste. Elle ne parle pas au nom de l'État. Elle ne cherche pas à influencer publiquement. Mais cette tenue, perçue au départ comme une force, devient peu à peu un isolement. À l'intérieur de l'Élysée, les cercles se referment. Les décisions se prennent ailleurs. Les échanges se font sans elle. Elle découvre un pouvoir structuré par des loyautés anciennes, des codes invisibles, des hiérarchies silencieuses. Elle n'appartient à aucun clan. Elle n'est ni épouse officielle, ni conseillère politique, ni figure décorative assumée. Elle est entre les lignes. Et cette position intermédiaire fragilise. Les journées sont rythmées par les obligations protocolaires. Les sourires publics masquent une distance croissante. Elle accompagne, mais ne participe pas. Elle est présente, mais rarement consultée. Les décisions majeures lui échappent. Elle comprend vite que sa proximité affective ne lui donne aucun accès réel au pouvoir. La solitude s'installe lentement. Non pas une solitude visible, mais une solitude intérieure. Celle qui naît quand on se tient au cœur d'un système sans en faire partie. Les murs de l'Élysée sont épais. Ils protègent autant qu'ils séparent. Valérie s'y déplace comme une invitée prolongée, jamais comme une habitante légitime. Son silence change de nature. Il n'est plus seulement un choix personnel. Il devient une contrainte. Parler pourrait déranger. Se plaindre serait interprété comme une faiblesse. Elle apprend à contenir. À sourire quand il le faut. À se taire quand elle voudrait répondre. Dans les images officielles, tout semble harmonieux. Un président normal. Une compagne discrète. Une France rassurée. Mais derrière cette façade, les premières fissures apparaissent. Des absences. Des distances. Une communication qui se raréfie. L'intimité se dilue dans les exigences de la fonction. Valérie comprend alors une vérité simple. Le pouvoir éclaire ceux qui le détiennent. Les autres restent dans la pénombre, même quand ils marchent à leur côté. Être visible ne signifie pas être entendu. Être présente ne garantit pas d'exister. Et c'est peut-être là que commence la véritable fracture. Non pas dans un scandale. Non pas dans une trahison. Mais dans ce silence imposé, lent, presque invisible, qui transforme peu à peu la lumière en fatigue. Janvier 2014. L'hiver est sec, brutal. La nouvelle n'arrive pas par une confidence, ni par une conversation privée. Elle surgit dans les kiosques, imprimée en couverture. Le magazine Closer publie des photos et révèle une relation entre François Hollande et l'actrice Julie Gaillet.
Valérie Trierweiler découvre l'information comme tout le pays. Par la presse. Sans avertissement. Sans explication préalable. Le choc n'est pas seulement intime. Il est public. Instantané. Irréversible. En quelques heures, l'image qu'elle portait depuis 2 ans se fissure sous les regards. Elle n'est plus la compagne discrète du président. Elle devient un sujet. Un problème. Une gêne à gérer. Le pouvoir ne protège pas. Il observe. Il calcule. À l'Élysée, le silence s'installe. Un silence lourd, administratif. Les téléphones se taisent. Les visages se ferment. Rien n'est dit pour elle. Rien n'est dit avec elle. La communication se met en place sans la consulter. Elle comprend très vite que l'histoire se joue ailleurs. Et sans elle. Le corps lâche avant les mots. Le 18 janvier 2014, Valérie est hospitalisée. L'annonce officielle parle d'une grande fatigue. Les termes sont froids. Fonctionnels. Ils effacent la violence émotionnelle derrière une formule neutre. Le langage du pouvoir, c'est anesthésier la douleur. À l'hôpital, le temps se dilate. Les murs sont blancs. Le bruit est étouffé. Pour la première fois depuis longtemps, elle échappe au regard. Mais ce retrait n'est pas un refuge. C'est une mise à l'écart. Elle comprend que, pendant qu'elle est absente, l'image présidentielle se reconstruit sans elle. Rapidement. Efficacement. La blessure n'est pas seulement celle de la trahison amoureuse. Elle est plus profonde. Plus froide. Elle tient à l'absence de reconnaissance. Aucun mot public pour la défendre. Aucun geste pour la préserver. Elle est effacée comme on corrige une ligne de communication devenue encombrante. Dans les jours qui suivent, le pays débat. Les médias commentent. Les images tournent en boucle. Valérie, elle, reste silencieuse. Non par choix. Par nécessité. Chaque parole pourrait être retournée contre elle. Chaque émotion serait analysée, réduite, jugée. Le silence devient un réflexe de protection. Mais aussi une prison. Elle réalise alors que sa place n'a jamais été garantie. Qu'elle occupait un espace toléré, pas reconnu. Tant que l'équilibre tenait, elle existait. Dès qu'il s'effondre, elle disparaît. Le pouvoir n'aime pas les zones grises. Il les supprime. À l'intérieur, quelque chose se brise. Pas dans un cri. Pas dans un scandale. Dans une lucidité brutale. Elle comprend que l'intimité, exposée au sommet de l'État, n'est jamais vraiment privée. Qu'elle peut être sacrifiée sans explication. Sans excuse. Sans réparation symbolique. L'humiliation est silencieuse. Elle ne se manifeste pas par des insultes. Elle passe par l'absence. Par le refus de nommer la blessure. Par la manière dont on réduit une femme à une note de bas de page dans une crise politique. Elle est là, mais déjà effacée. Le contraste est violent. D'un côté, la machine politique continue de fonctionner. De l'autre, une femme se reconstruit en fragments. Elle mesure le coût réel de cette proximité avec le pouvoir. Non pas en privilège perdu, mais en dignité mise à l'épreuve. Cette période marque un point de non-retour. Non parce qu'un scandale éclate, mais parce qu'un pacte tacite est rompu. Celui du respect minimal. Celui de la protection humaine. À partir de là, Valérie Trierweiler n'attend plus rien. Elle observe. Elle se souvient. Elle comprend. Et dans cette chute lente, une vérité s'impose. Le pouvoir n'humilie pas toujours par la parole. Il humilie par l'indifférence. Par la vitesse avec laquelle il se détourne. Par sa capacité à continuer comme si rien n'avait existé. Le 25 janvier 2014, la décision tombe. Brève. Officielle. François Hollande annonce publiquement la fin de sa relation avec Valérie Trierweiler. Une phrase. Aucun détail. Aucun mot pour ce qui a précédé. Le pouvoir tranche net, comme il sait le faire. Sans émotion visible. À l'intérieur de l'Élysée, rien ne ressemble à une scène de rupture. Pas de confrontation. Pas de départ théâtral. Valérie quitte les lieux dans un silence presque administratif. Pas de déclaration. Pas d'image captée. Pas de moment figé pour l'histoire. Elle sort comme on referme une parenthèse que l'on ne souhaite plus commenter. Les couloirs sont calmes. Trop calmes. Les visages qu'elle croise évitent le regard. Certains baissent les yeux. D'autres font comme si elle n'était déjà plus là. Le palais continue de fonctionner. Les réunions se tiennent. Les dossiers avancent. Le temps politique ne ralentit jamais pour les histoires humaines. Elle emporte peu de choses. Quelques effets personnels. Des souvenirs qui ne trouvent pas de place dans des cartons.
Elle laisse derrière elle un rôle qu'elle n'a jamais vraiment choisi, mais qu'elle a assumé sans bruit. Première dame sans titre. Compagne sans protection. Présence tolérée, jamais institutionnalisée. Dehors, la France observe de loin. Les médias attendent une réaction. Une colère. Une larme. Un mot. Rien ne vient. Valérie ne parle pas. Elle ne se justifie pas. Elle ne s'explique pas. Ce silence n'est plus celui de la contrainte. C'est un retrait. Une ligne claire. Elle refuse de jouer la scène attendue. Ce départ marque une coupure nette. Elle cesse d'être un symbole. Elle redevient une personne. Une femme sans fonction, sans escorte, sans agenda officiel. Pour certains, elle disparaît. Pour elle, quelque chose commence à se réorganiser. Lentement. Sans éclat. Le contraste est brutal. La veille encore, chaque geste était commenté. Le lendemain, plus rien. Le pouvoir a cette capacité singulière. Il éclaire intensément, puis éteint sans transition. Ceux qui n'y sont plus n'existent plus dans le récit collectif. Valérie traverse cette sortie sans slogan, sans posture. Elle accepte la perte de visibilité comme on accepte une vérité trop longtemps différée. Elle comprend que sa présence à l'Élysée n'était jamais une garantie. Seulement une situation provisoire, liée à un équilibre fragile. Ce moment n'est pas une chute spectaculaire. C'est une disparition progressive. Une sortie par la porte latérale. Et pourtant, il constitue le point de bascule. Celui où elle cesse d'attendre. Où elle cesse de se taire par obligation. Car quitter le pouvoir, ce n'est pas seulement perdre une place. C'est parfois retrouver une voie. Et comprendre que certaines ruptures ne détruisent pas. Elles libèrent. En septembre 2014, Valérie Trierweiler publie Merci pour ce moment. Le titre est simple. Presque poli. Le contenu l'est beaucoup moins. En quelques jours, le livre dépasse les 500 000 exemplaires vendus. La France lit. La France commente. La France se divise. Pour la première fois, celle qui s'était tue pendant des années parle sans filtre institutionnel. Ce n'est pas un règlement de compte juridique. Aucun dossier. Aucun tribunal. Valérie ne dépose pas d'accusation. Elle raconte. Elle décrit des scènes. Des phrases. Des silences. Des moments où elle se sent de trop. Des conversations froides, utilitaires, où l'émotion n'a pas sa place. Elle évoque un homme absorbé par la fonction, distant dans l'intimité, séparant strictement la sphère politique de toute fragilité humaine. Le livre avance à un rythme lent. Presque clinique. Pas de cris. Pas d'effets dramatiques. Une succession de situations où elle se sent peu à peu effacée. Elle parle du mépris ressenti. De cette impression persistante d'être tolérée mais jamais considérée. De la solitude au sommet. Non pas celle du pouvoir, mais celle de ceux qui l'approchent sans jamais le toucher. François Hollande y apparaît comme un homme coupé de ses émotions. Non pas cruel, mais détaché. Comme si l'affect était un luxe incompatible avec sa trajectoire. Cette description choque. Parce qu'elle contredit l'image publique du président normal. Parce qu'elle humanise sans embellir. Et surtout parce qu'elle vient de l'intérieur. Les réactions sont immédiates. Une partie de l'opinion soutient Valérie. Beaucoup de femmes s'y reconnaissent. Elles parlent de dignité blessée, de silence imposé, d'effacements ordinaires. D'autres dénoncent une trahison, une indécence, une atteinte à la fonction présidentielle. Le monde politique condamne largement l'ouvrage. Trop personnel. Trop tard. Trop vrai. Valérie, elle, ne cherche pas à convaincre. Elle ne répond pas aux attaques. Elle n'explique pas davantage. Le livre existe. Il dit ce qu'il a à dire. Elle n'en rajoute rien. Elle ne réclame ni compassion ni absolution. Ce moment marque une rupture définitive. Elle reprend le contrôle du récit. Non pour réécrire l'histoire, mais pour y inscrire sa place. Une place subjective. Fragile. Assumée. Merci pour ce moment n'est pas un cri. C'est une trace. Celle laissée par une femme qui refuse désormais d'être réduite au silence. Et parfois, dire simplement ce que l'on a vécu suffit à déplacer les lignes. Même quand le pouvoir préférerait que rien ne soit dit. Après la tempête, Valérie Trierweiler se retire. Pas de retour calculé. Pas de revanche médiatique. Elle s'éloigne de la vie politique comme on ferme une porte devenue trop lourde à porter. Les couloirs du pouvoir disparaissent de son quotidien. À leur place, le silence reprend une autre forme. Plus choisie. Plus stable. Elle consacre désormais son temps à l'action humanitaire. Loin des palais, loin des stratégies. Les gestes sont simples.
Les visages réels. Rien n'est symbolique. Tout est concret. Elle n'a plus besoin d'être vue pour exister. Cette distance avec les médias n'est pas une fuite. C'est une respiration. Elle parle moins. Elle vit plus. Dans cette nouvelle vie, le contraste est net. Le pouvoir s'exprime par le bruit, l'urgence, la mise en scène. Elle avance lentement. Sans agenda public. Sans justification. Elle retrouve une liberté intérieure que la lumière avait érodée. Le regard des autres pèse moins. L'opinion ne décide plus. Valérie ne cherche pas à corriger l'histoire. Elle ne la commente plus. Elle accepte ce qu'elle a traversé comme une étape. Ni héroïque, ni honteuse. Simplement humaine. Elle a compris que le pouvoir n'a pas besoin d'élever la voix pour dominer. Et que le silence, lorsqu'il est imposé, écrase. Mais lorsqu'il est choisi, il protège. Son parcours laisse une trace discrète mais durable. Une vérité essentielle. Les femmes ne disparaissent pas lorsqu'on les écarte. Elles changent d'espace. Elles déplacent leur force. Et parfois, loin des projecteurs, elles retrouvent ce que le pouvoir ne pourra jamais offrir. La paix.